Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de cette saison de Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Aujourd'hui nous parlerons du soin chez les animaux, d'amour, un débat sur la génétique et un quiz sur l'univers. Il est 16h et Science Infuse commence tout de suite. Salut tout le monde, prêt pour cette nouvelle émission ? Oui, ça fait prêt, ouais. Eh bien super, alors on va commencer tout de suite avec Margot qui va nous parler d'automédication chez les animaux. Alors bonjour tout le monde, je vais commencer cette belle chronique d'abord par vous raconter un bref passage de ma vie. Alors voilà, il y a quelques semaines, j'ai lu un livre fort passionnant qui s'intitule « Les secrets de l'intelligence animale » aux éditions Larousse et écrit avec la collaboration de plusieurs scientifiques. Au passage, je recommande grandement ce livre à ceux dont le titre leur a provoqué ce petit pétillement de curiosité ou d'intérêt, ou bien même les deux. Bref, parmi les scientifiques ayant participé à la rédaction de ce livre, il y a Sabrina Krief, qui est une vétérinaire et primatologue française, spécialiste de l'écologie comportementale et de zoopharmacognosie. De zoo quoi ? Pharmacognosie. Et qu'est-ce donc ? Eh bien, je vais y venir tout de suite. Alors, la zoopharmacognosie, c'est la capacité qu'ont certains animaux à aller chercher, trouver et sélectionner des molécules naturellement médicamenteuses dans les plantes. Donc aujourd'hui, je vais donc vous parler d'automédication en m'appuyant en grande partie sur les études de Sabrina Krief dont les travaux ne cesseront de m'impressionner, ainsi que sa façon de conter ses belles aventures. Et si je vous disais du coup que les chimpanzés étaient capables de s'auto-médicamenter ? Eh bien oui, certains animaux et même certains insectes en sont capables, et c'est ce sur quoi a donc travaillé Sabrina Krief avec les chimpanzés. Vous voulez en savoir un peu plus ? C'est parti ! Les chimpanzés sont une des 350 000 espèces de primates qui existent aujourd'hui sur Terre. Les chimpanzés vivent en forêt tropicale et sont nos plus proches parents. Ils sont donc plus proches de nous qu'ils ne le sont des gorilles, et leur comportement traduit de cette proximité phylogénétique. Petite parenthèse pour vous rappeler que la phylogénie correspond à l'étude des liens existants entre espèces apparentées. À l'aide de ces diverses observations des chimpanzés dans la forêt tropicale, Sabrina Krief s'est intéressée à de nombreuses thématiques, dont l'utilisation de plantes chez les chimpanzés pour améliorer leur santé. Il va donc y avoir 3 acteurs, les chimpanzés, des agents pathogènes, les microbes, et les plantes. Je vais vous donner un premier exemple avec Makoko, qui consomme une feuille de Trichilia rubescens. Cela peut avoir l'air de rien, mais les chimpanzés ont un régime plutôt frugivore, et les autres singes du groupe qui font partie donc, du groupe avec Makoko, sont justement en train de grimper aux arbres pour manger des fruits charnus. Mais lui reste au sol avec sa feuille. De plus, les soigneurs ougandais, car oui, nous nous trouvons d'ailleurs dans une forêt tropicale au Ouganda, qui est un pays de l'Afrique de l'Est. Quel magnifique paysage, imaginez-vous là-bas. Travaillant donc, les soigneurs qui travaillent dans le parc naturel sont d'autant plus étonnés, car ils n'ont jusqu'ici jamais aperçu un chimpanzé consommer cette feuille, qui en plus est assez amère. Cette consommation arrive en plus à un moment où Makoko n'est pas au top de sa forme, il a une entorse. Ce jour-là, Sabrina Krief décide donc de suivre Makoko tout au long de sa journée et se rend compte qu'il ne consomme que des feuilles de Trichilia rubescens, des plantes utilisées comme analgésiques, donc comme antidouleurs, par les populations locales. Quelques mois plus tard, elle retourne en France et fait analyser un extrait brut de cette plante sur différentes cibles, bactéries, virus et parasites, dont celui responsable du paludisme contre lequel l'extrait de plante se révèle avoir une très bonne activité. Quelques mois plus tard, et après plusieurs récoltes de cette plante, Sabrina Krief et son équipe arrivent à isoler 2 nouvelles molécules qui n'ont encore jamais été décrites et se révèlent porteuses de cette même activité. Grâce à Makoko et à son entorse, 2 nouvelles molécules aux activités médicinales ont pu être découvertes. Trop fort ce Makoko. Ah, t'as vu Ouais, ça ? il est super sympa. Hein. C'est utilisé actuellement ça ? Eh bien justement, ça pourrait l'être, on ne sait pas trop encore, mais en fait entre la récolte des feuilles et en plus la mise sur le marché de potentielles molécules, il peut s'écouler 10 à 15 ans. Donc, et puis il faudrait voir si ça serait plus efficace que les médicaments qu'on utilise actuellement. Oui. Donc je vais donc vous donner aussi un deuxième exemple, avec Kilimiti, qui utilise une baguette pour arracher l'écorce d'un arbre. Encore une fois, les communautés locales apprennent à Sabrina Krief et à son équipe que l'écorce a des vertus pour réduire les maux de ventre, les ballonnements, etc. Et il s'avère justement que Sabrina Krief suivait Kilimiti parce qu'elle souffrait de troubles digestifs causés par des parasites qui lui donnaient la diarrhée. 3 jours après cette consommation plutôt inhabituelle, elle est guérie. Après avoir effectué des analyses, encore une fois, de nouvelles molécules complexes sont découvertes et sont efficaces contre les parasites digestifs, mais aussi, et tenez-vous bien, contre certaines cellules cancéreuses. Donc il faut également avoir en tête que seuls 10% des plantes sont connues pour leur activité biologique et chimique,
Donc utiliser le chimpanzé comme guide, c'est aller plus rapidement à la découverte de ces plantes méconnues et valoriser leurs ressources en démontrant qu'elles ont d'éventuelles capacités médicinales. À savoir aussi que notre démographie dans les 60 dernières années a augmenté de 50%, alors que celle des chimpanzés a diminué de 70%. Il est donc assez primordial de les préserver. Si vous voulez en savoir plus sur les singes médecins ou même sur les chimpanzés en général, je vous invite à lire le livre Les secrets de l'intelligence animale aux éditions Larousse, mais également les autres ouvrages dans lesquels a participé Sabrina Krief. Et ce n'est pas fini. Les insectes aussi pratiquent l'automédication. Par exemple, l'observation du papillon monarque qui a montré que la femelle, n'arrivant pas à se soigner de l'infection d'un parasite particulièrement néfaste, a réussi à prémunir sa descendance en allant pondre ses œufs sur des plantes fatales pour l'intrus. Mais imaginez, si l'on découvrait que les femelles moustiques vectrices du paludisme, c'est-à-dire donc le paludisme est une maladie infectieuse potentiellement mortelle due à plusieurs espèces de parasites appartenant au genre Plasmodium, et le parasite est donc transmis à l'homme par la piqûre de moustiques infectés. Donc si ces femelles moustiques vectrices du paludisme, dont on sait aujourd'hui qu'elles se nourrissent de nectar d'une certaine espèce de fleurs, ont aussi la capacité d'automédication, ce serait un énorme bond en avant. Car une perspective à long terme serait donc de planter des plantes avec lesquelles le moustique pourrait se soigner autour des habitations des populations qui sont le plus exposées au paludisme. Et c'est ce sur quoi travaille le scientifique et chercheur au CNRS, Thierry Lefebvre, qui consacre ses recherches là-dessus au Burkina Faso depuis 2016. L'automédication chez les animaux pourrait donc présenter de réelles avancées scientifiques dans le domaine de la santé. Mais comme le souligne Sabrina Krief, et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il va falloir attendre, car entre la collecte en forêt et la mise sur le marché d'un produit, il s'écoule en général de 10 à 15 ans. De plus, comme le précise Thierry Sevenet, encore un Thierry et aussi chercheur au CNRS, il faudrait vraiment trouver une nouvelle molécule naturelle beaucoup plus forte que les médicaments existants, et que celle-ci présente le profil de l'emploi, avec une structure simple, pouvant être reproduite et synthétisée de manière industrielle, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, mais la piste reste plutôt intéressante. Eh ben merci Margot, tout de suite on va écouter Lola Marche avec le titre Wishing Girls et on se retrouve juste après avec Nicolas pour nous présenter des mots compliqués pour briller en soirée. Tous vous êtes bien sur Fadjet dans l'émission de vulgarisation scientifique Science Infuse. Nous en étions à Nicolas qui va nous parler de mots compliqués pour briller en soirée, alors que juste après nous retrouverons Clarisse qui se demande si l'amour dure 3 ans. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mots scientifiques qui veulent dire des choses du quotidien et qu'on n'emploie jamais. Donc je voulais les mettre en lumière et du coup on va tester, voir combien vous en connaissez. Il y en a 8 en tout et je pense qu'il y en a, au moins 3 que vous devez connaître. Vous êtes prêts ? Oui. Alors on va commencer avec le premier mot qui est le mot pédoncule. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Alors moi non. Ça me fait penser à un pédoncule floral, mais après... Moi aussi, j'ai eu Ah, exactement oui. la même pensée. Alors oui, pédoncule floral, c'est ça vient de là. En fait, le pédoncule, c'est ce qu'on va appeler tige, mais du coup, c'est la partie, on va dire, tige de tout ce qui est fleur ou fruit. Donc ce qui est directement accroché à la fleur ou au fruit. Comme ça, vous direz pas, tiens, je vais enlever la tige de la pomme avant de la manger. Je vais dire, je vais enlever le pédoncule de ma pomme. Tu vas paraître bizarre si tu fais ça en famille. Hein. C'est vrai, mais bon. Que voulez-vous ? C'est pour faire bien emballer. Alors, le deuxième mot que normalement beaucoup d'entre vous devraient connaître, c'est le mot érythrocyte. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ? Ça veut dire globule rouge, si je me trompe pas. Oui, tout à fait, c'est ça. Un érythrocyte, c'est un globule rouge. Alors, est-ce que tu sais à quoi ils servent, les globules rouges ? Parce qu'on en parle beaucoup. Si je dis pas de bêtises, grâce aux atomes de fer, ils peuvent transporter le dioxygène dans le sang. Oui, tout à fait, c'est ça. Du coup, en gros, un des rôles principaux des globules rouges, c'est de transporter le dioxygène dans notre sang et donc, du coup, de nous faire vivre, on va dire. Donc, mon troisième mot du jour, attention, c'est un mot un petit peu piégeux parce que je pense que la plupart d'entre vous, ils vont dire « Oh, mais ça, je sais, c'est facile », mais il faudra que vous me donniez une vraie définition, on va dire. Donc, le troisième mot, c'est le mot encéphale. C'est une partie du cerveau. Tout à fait, Corentin. Enfin, pas tout à fait, justement. C'est le cerveau qui est une partie de l'encéphale. Ah, du coup, c'est le cerveau plus le cervelet. En fait, l'encéphale, c'est le cerveau plus le cervelet plus le tronc cérébral. En fait, si vous voulez, l'encéphale, ça va définir tout ce qui est, on va dire, de système nerveux, donc cerveau, cervelet, tronc cérébral plus la moelle épinière, qui se situe dans notre crâne. Mais du coup, le cerveau tel qu'il est, c'est vraiment une partie de l'encéphale, en fait. L'encéphale, c'est tout ce qu'il y a dans votre crâne, si vous voulez. C'est le dessus, ouais. C'est ça. Et après, plus tu descends, plus t'es à... En fait, en dessous du cerveau, il y a une petite bosse, c'est le cervelet.
Et ensuite, le cerveau, il va être rattaché à notre colonne vertébrale par le tronc cérébral. Et donc, du coup, l'encéphale, c'est le cerveau, plus le tronc cérébral, plus le cervelet. Et alors maintenant, on va aller dans les mots un petit peu plus difficiles, que vous allez peut-être connaître ou peut-être Passe au pas. niveau au-dessus. C'est ça, c'est un petit peu le niveau supérieur. Donc le premier, il peut être déduit. C'est le mot coqueliné. Waouh. Est-ce que ça désigne quelque chose de scientifique ou... Non. Quelque chose, on va dire, en rapport avec les animaux. Pour vous donner un petit Ah, indice. est-ce que c'est un petit coq? Non, mais c'est pas loin. Justement, ça a un rapport avec le coq. Mais C'est qu'est-ce que une ça peut bonne être? déduction. Mais c'est pas comme... Non. C'est faire le bruit du coq. C'est faire le bruit du coq, t'as dit? Ouais, c'est ça. En fait, coqueliner, c'est le fait de crier comme un coq, donc de faire cocorico. Ça s'appelle le coquelinement. Voilà, comme ça, vous pourrez dire je me suis fait réveiller par le coquelinement du coq. Alors, mot suivant, qu'est-ce que c'est que la parturition? Alors ça désigne un groupe d'animaux, enfin ça désigne une action qu'un groupe d'animaux font. Allez, petit indice, Il mange. uniquement les mammifères peuvent faire de la parturition. De la parturition, pardon. C'est quand ils mangent avec leurs différents estomacs, quand ils mélangent un peu, Non. non? Tous les mammifères le font, enfin presque. C'est le fait d'allaiter. Pas loin, c'est un rapport, juste avant l'allaitement. Et je tiens à dire que pour l'instant, Maël relève le niveau de Ah tout oui, le monde. genre là, c'est que Maël qui joue. Quel mammifère ne peut pas le faire? Alors c'est une bonne question parce que ça va donner un sacré indice. Donc le seul mammifère qui me vient à l'esprit là qui ne peut pas faire de la parturition, c'est l'ornithorynque. C'est les règles des... Non, tu cherches trop compliqué, en fait c'est juste le fait d'accoucher. D'accord. Ok, c'est beaucoup trop compliqué pour Voilà, ce que ça vous, veut dire. vous pouvez dire de la parturition pour le fait d'accoucher, vous pouvez dire ma femme a fait une parturition quand vous serez père. Ou... Et du coup j'en arrive sur mes deux derniers mots ou mon dernier... Ah non, j'en ai trois, pardon. Alors celui-là, je pense, si vous le connaissez pas, ça va être difficile d'aller le chercher. Mais il y a beaucoup d'entre vous qui vont être concernés, je pense. Enfin, une partie. C'est qu'est-ce que c'est une épistaxis? Ah, ça fait un terme barbare un peu. Ah ouais, complètement. On dirait un nom d'une maladie. Ouais, c'est pas loin. C'est pas tout à fait une maladie, mais c'est, on va dire, un truc qui touche à notre santé. Répète, c'était Épistaxis. Oui, ça fait vraiment nom de maladie. Est-ce que c'est dû à un parasite en particulier? C'est pas une infection. Corentin, il était pas très loin quand il parlait des règles tout à l'heure. Parce que c'est un rapport avec le sang. Sauf que c'était l'autre mot, mais merci, c'est gentil Nico. Non, personne. Alors en fait, c'est tout simplement, je sais pas s'il y en a qui ont des saignements de nez chroniques, et ben ça s'appelle des épistaxis. D'accord. Voilà, c'est pour mettre un mot, pareil, un petit mot scientifique dans votre quotidien. Ouais, mais je pense que si jamais t'as quelqu'un qui saigne du nez à côté de toi et que tu lui sors ça, je pense que tu vas juste l'énerver. Non, parce que c'est bénin, Oui. la plupart du Ah temps. ok, c'est un bénin, ok. En fait, c'est vraiment s'il y en a qui font des saignements de nez chroniques, enfin, en tout cas, ma sœur, elle est concernée, ça lui arrive régulièrement d'avoir des petits saignements de nez comme ça pendant quelques minutes. C'est ce qui est causé à cause de la chaleur, non? Euh, Il fait chaud. Ouais, ça peut dépendre de plusieurs trucs, dont la chaleur. Ouais. Donc j'arrive sur mes deux derniers mots. Donc, l'avant-dernier, ce sera qu'est-ce que la sternutation? Avec la fin du mot, je dirais que c'est quelque chose qui est en mouvement. Pas vraiment. Ok. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe au niveau moléculaire, par hasard? Non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose que vous faites presque au quotidien, enfin en tout cas que vous faites au quotidien quand vous êtes malade. C'est pas genre éternuer? Tout à fait. Oh. Margot qui relève encore le niveau. Ça aurait fait ma fierté du jour d'ailleurs. Alors ma dernière question, ça va être sur des mathématiques cette fois-ci, petit indice. Qu'est-ce qu'une lemniscate? Alors déjà, quand t'as dit que ça allait être sur les mathématiques, j'étais déjà hors jeu, mais alors là, c'est fini. Alors une lemniscate, c'est un symbole mathématique que vous avez tous déjà vu, même si vous n'avez pas forcément fait beaucoup de sciences. On le voit ça avant, je sais pas, genre en S ou c'est quelque chose qu'on utilise souvent ou pas du tout? Alors en mathématiques, on l'utilise très souvent. On l'a déjà utilisé en physique-chimie, et je pense que même des gens qui font pas de sciences le voient pas quotidiennement, mais l'ont déjà vu. Parce qu'on le voit pas mal dans des films de science-fiction ou des choses comme ça. Est-ce que c'est une inconnue? Non, c'est pas une inconnue. C'est vraiment un symbole mathématique qu'on va utiliser. L'infini? Tout à fait.
C'est l'infini, en fait. C'est le Le 8. Voilà, le symbole de l'infini, en fait, c'est un 8 couché. Je sais pas si vous l'avez tous en tête. Et du coup, ce symbole s'appelle une lemniscate. Donc voilà, c'était 8 mots qui pourront vous servir ou pas dans vos soirées pour faire genre vous avez du vocabulaire. Eh ben super Nico, maintenant on va écouter Keep Control de Dead Homies avant de retrouver Clarisse pour savoir si l'amour dure réellement 3 ans. A tout de suite. Bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en étions à Clarisse, qui va chercher à savoir si l'amour dure réellement 3 ans. Mais si vous avez raté le début de l'émission, vous retrouverez le podcast sur fadjet.net ou sur la chaîne YouTube Science Infuse avec toutes les anciennes émissions. Ou plus simplement, suivez-nous sur Facebook avec la page Fadjet-Science Infuse. Et c'est à toi Clarisse. Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet universel et au cœur de toutes nos vies, l'amour. Ouh. Et je vais répondre à la question que vous avez sûrement tous entendue au moins une fois dans votre vie. L'amour dure-t-il 3 ans ? Donc c'est une question qui s'est développée il n'y a pas si longtemps que ça, quand on s'est intéressé aux effets physiologiques de l'amour. Avant ça, l'amour était sûrement romantique, mais oubliez vos « et ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants », parce que l'aspect de l'amour dont je vais vous parler est bien loin de tout ça. Tout d'abord, qu'est-ce que l'amour pour vous ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes amoureux ? Ah, je dirais battement de cœur, plus fort. Mais après, c'est pas tout le temps, c'est juste à un certain moment. Ouais, Genre peut-être un attachement après. ouais aussi. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amoureux ici Ouais, aujourd'hui, ouais. apparemment. Si, mais j'aurais dit en fait pareil que Corentin. Donc Oh, c'est beau. on ressent une attirance l'un envers l'autre. On ira boire un verre après, Mel. Bon bref, pardon, le sujet. Alors c'est ça et bien plus encore. Par exemple, on ressent une sensation de manque quand la personne n'est pas là, on l'attend toute la journée, on pense à elle, sans arrêt. Plein de choses dans le genre, qui sont développées dans plein de films. Et donc du coup... Surtout les films en période de Noël. Ah oui, surtout. Notamment, ouais. Je vais vous citer un petit extrait d'un livre qui s'appelle La Belle du Seigneur, qui est un livre bien romantique. Donc, attente, ô délices, attente dès le matin et tout le long de la journée. Savoir qu'il arriverait ce soir à 9h, c'était déjà du bonheur. Le personnage féminin est dans l'attente de son amoureux. Elle attend que son grand amour vienne la voir, elle ne pense qu'à lui, elle est si impatiente et elle est absolument pleine d'hormones. Car oui, l'amour, c'est avant tout une question d'hormones. Tout commence dans notre cerveau, dans une petite région de la taille d'un ongle appelée l'hypothalamus. On y met une petite pincée de dopamine pour le plaisir, un soupçon de noradrénaline pour oublier tous les défauts de l'autre, une pointe de couteau de sérotonine pour le bonheur, et une bonne cuillère d'ocytocine pour l'attachement, et nous voilà amoureux. Mais qu'est-ce donc tous ces termes barbares que tu viens de nous sortir ? Sont toutes, puisque c'est féminin, des hormones qui vont participer au bonheur pendant qu'on est amoureux. Et en réalité, en fait, c'est pas aussi simple que ça, il n'y a pas que des hormones qui rentrent en jeu. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord une question d'hormones, mais c'est aussi une question de génétique. Et pour expliquer tout ça, on va remonter très loin dans le temps et aller voir nos ancêtres, les Néandertaliens. À cette époque, l'amour, c'était pas seulement... Enfin, c'était pas un... Je recommence. À cette époque, l'amour n'était pas un sentiment aussi compliqué qu'aujourd'hui, mais un processus génétique. Un individu allait rechercher inconsciemment un partenaire avec des gènes complémentaires aux siens pour donner le plus de chances de survie à son enfant. Et selon vous, comment est-ce qu'il trouvait le meilleur partenaire ? Bah, je vais aller dans les clichés, même si je pense pas que ce soit ça. C'est le plus fort ou le plus, je sais pas, le plus dangereux. Eh ben, en partie ça. Parce qu'il cherchait un partenaire qui était capable aussi de les protéger pendant qu'elles étaient en période de gestation. Ça fait un peu animaux vraiment, mais voilà. Et pendant que l'enfant se développe. Mais c'est aussi grâce aux odeurs. Et plus particulièrement aux phéromones, qui sont des substances chimiques que nous dégageons et que les personnes autour de nous ressentent en permanence. Donc ces phéromones, elles permettent de faire entrer en jeu les hormones de l'amour, qui vont monter en flèche et lier les deux individus compatibles à la reproduction. Et donc à votre avis, combien de temps va durer ce pic d'hormones ? Ah, ça doit être très court. Bah, peut-être 3 ans, du coup, vu le titre. Exactement, c'est 3 ans. Donc c'est vraiment le temps idéal pour la reproduction, parce qu'il faut 9 mois pour que l'enfant naisse, et 2 années après pour qu'il puisse assez se débrouiller pour survivre grâce à l'aide d'un seul parent, donc la mère, puisque le père va pouvoir partir. Alors je pense qu'on va partir plus loin, si on va partir dans la socio, mais pourquoi est-ce qu'au final on reste souvent avec le même partenaire après ces 3 ans ? Et bien justement, j'allais y venir.
On retrouve tout ce processus de génétique et d'hormones aujourd'hui. C'est ce qui a créé la fameuse phrase « l'amour dure 3 ans ». Mais ça, c'est seulement d'un point de vue purement scientifique et physiologique. Donc l'amour dure vraiment 3 ans, mais en réalité, on a évolué et le concept d'amour est devenu plus compliqué que ça. La preuve, on trouve encore des couples qui sont amoureux après des dizaines d'années. C'est parce que maintenant, on distingue 2 types d'amour. Le coup de foudre et l'amour véritable. Le coup de foudre, il va durer 3 ans, durant la période où les hormones seront à leur niveau le plus haut, où on ne verra pas les défauts de l'autre et tout nous paraîtra magnifique. Mais une fois la chute des hormones, c'est le drame. On se rend compte des défauts de l'autre et tout devient compliqué allant jusqu'à la séparation. Mais dans le cas de l'amour véritable, même après la chute d'hormones, l'amour va rester. C'est grâce en grande partie à l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. La personne que l'on aura choisie nous paraîtra toujours indispensable, même si ce ne sera pas aussi facile que pendant les 3 premières années, le couple tiendra bon grâce à la parole, le sexe et d'autres facteurs. Mais ça n'arrive seulement à 1 couple sur 3. Oh, c'est tendu ce que tu es en train de nous dire là. Oui, c'est vraiment peu. Il y a 1/3 des couples qui connaît l'amour véritable. Donc en conclusion, on pourra dire que l'amour physiologique, il dure 3 ans, mais avec des petits cocktails d'ocytocine, il peut durer bien longtemps, même si cela n'arrive que dans 1/3 des cas. Donc, les histoires d'amour finissent mal, mais seulement en général. Ah, bah merci Clarisse. Mais du coup, j'aurais une petite question. Est-ce que dans le couple, au final, il faut pas réussir à faire revenir ce taux ? Genre, est-ce que tu peux y arriver dans une relation ? Si, c'est exactement ça. En fait, ça va surtout se jouer sur la communication, les besoins charnels, donc tout ce qui est sexe, les baisers, les caresses, les câlins. Et ça permet de faire remonter le taux d'ocytocine. Et le but pour qu'un couple dure le plus longtemps possible, c'est de garder ce taux d'ocytocine le plus haut possible. Eh ben super Clarisse. Eh ben on va faire tout de suite une pause avec Flight Facilities avec le titre Better Than Ever et après nous reparlerons de génétique autour d'un débat. Est-ce que les enfants améliorés sont-ils une bonne ou une mauvaise chose ? On se retrouve juste après, à tout de suite. Bonjour ou rebonjour sur Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Tout de suite nous partons sur un débat sur faut-il faire confiance à la génétique ? Aujourd'hui il est théoriquement possible de créer son bébé sur commande. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Et sommes-nous dans Bienvenue à Kataka pour ceux qui connaissent le film. Alors Nicolas, c'est toi qui va commencer. Alors un peu ton avis là-dessus, genre comment est-ce que tu vois ça, les bébés qui pourraient être programmés en gros, tu pourrais choisir la couleur, la couleur, les yeux, les couleurs des yeux aussi, le sexe, son minimum de QI ou son max, tout ça. Alors moi je t'avoue que tout ça, ça me fait, on va dire, un peu peur, entre guillemets, parce que je sais pas ce que ça va donner. Mais d'un côté, faut savoir que on en fait déjà de la sélection, en fait. Genre, il y a beaucoup de gens qui vont avorter en sachant que leur bébé va avoir tel ou tel problème génétique. On peut aussi faire de la fécondation in vitro pour des gens qui ont des problèmes de reproduction, on va dire, naturelle. Du coup, on en fait petit à petit, donc je pense que oui, ça va vraiment se faire, genre, on va vraiment tendre vers ça, je pense. Donc mais je sais pas trop ce que ça va donner. Enfin, moi je suis plus, on va dire, méfiant vis-à-vis de ça, même si je sais qu'il y a plein d'applications autres que ce que tu dis, genre choisir la couleur des yeux, mais il y a, au niveau médical, ça se fait beaucoup et ça se fera de plus en plus pour éviter les maladies. Après, il faut voir, on va dire, entre guillemets, moi ce qui me fait le plus peur, c'est les dérives que ça peut faire. En gros, j'ai donné juste des aspects physiques, mais ça peut être aussi des aspects au niveau du soin, de comment éviter certaines maladies génétiques. Ah oui, mais ça si tu veux, c'est des bonnes choses. Et du coup, je pense que c'est bien. Enfin, de toute façon, on le fait déjà actuellement, comme je disais. Mais c'est plus, oui, au niveau physique, intelligence. Enfin, après, il faut voir l'intelligence, comment on la mesure. Mais au niveau des dérives que ça peut engendrer et des inégalités en fonction des gens qui ont les moyens de le faire et qui n'ont pas les moyens. Disons que moi, c'est pas quelque chose qui me met forcément à l'aise. Genre, je suis un peu méfiant vis-à-vis de ça. Clarisse, qu'en penses-tu ? Alors moi, je suis d'accord avec Nico sur le point de la médecine. Donc le fait que ça puisse faire disparaître des maladies qui sont là en ce moment et qui sont vraiment un fléau. Mais ce qui me fait peur aussi, c'est les dérives, comme a dit Nico. Mais par exemple, si on donnait les mêmes moyens à tout le monde pour modifier génétiquement son bébé,
on n'aurait plus autant de diversité qu'en ce moment. Tout le monde voudrait à peu près le même bébé pour avoir la perfection. Donc le plus intelligent, le plus beau. Peut-être que la couleur des cheveux et des yeux changeront, mais c'est tout globalement. Oui, on irait vers une société très élitiste au final. Ouais, voilà, c'est ça. Où tout le monde se ressemblerait plus ou moins. Et on pourrait voir le bébé comme un investissement au final. Mm. Tu payes pour avoir une certaine qualité de produit. Oui, c'est clair, exactement ça. Et Maël, qu'en penses-tu ? Bah, je rejoins beaucoup vos avis. C'est-à-dire que au niveau de la médecine, personnellement, je trouve ça bien. Forcément pour éviter certaines maladies et éviter même des morts prématurées, etc. C'est vrai que quand on fait une liste de courses ensuite un peu avec son futur enfant, là ça devient malsain en fait. Enfin c'est ce que je pense en tout cas. Et du coup je pense que ça peut être bien mais jusqu'à ça peut être bien mais jusqu'à une certaine limite en fait. Voilà. Aussi au niveau de la génétique, maintenant c'est techniquement faisable d'avoir un bébé sans avoir de fécondation. Genre même pas besoin d'une femme porteuse pour avoir l'enfant. Je voulais juste avoir votre avis là-dessus, si c'était une bonne ou une mauvaise chose. C'est un peu trash. Mais... Bah ça va dépendre des cas en fait, je pense. Faut toujours prendre des cas à part, on peut pas faire une généralité pour ça. Après j'ai pas forcément d'exemple en tête, mais voilà. C'est en gros on est capable de faire un bébé avec juste une personne, c'est ça ? Ah oui, ouais, maintenant on peut. Ben faut voir... En fait le problème que ça va poser c'est que du coup il aura le même génome que la personne, ce sera entre guillemets un espèce de clone génétiquement. Au niveau de la diversité, comme dont a parlé Clarisse tout à l'heure, ça pose des problèmes, mais d'un côté, si tu as par exemple un couple avec une personne qui est stérile, ça leur permet d'avoir entre guillemets un bébé à eux. Donc, ouais, comme dit Maël, c'est un petit peu, ça dépend des cas, tu vois. Et du coup, même si les deux parents sont stériles, ce serait possible d'avoir un bébé, d'après ce que tu dis ? Oui, en reprenant juste leur ADN au final. Vraiment, en vulgarisant à mort, ce serait ça, juste reprendre l'ADN et tu peux. Ok. Bon, moi je trouve pas mal pour les cas de stérilité, mais après... Ouais, puis par exemple, je sais pas, imaginons après un cancer de l'utérus, des choses comme ça, Oui, ça peut être bien, quoi. Donc en gros, si on devait faire une conclusion, ce serait qu'au final, il faudrait que ce soit régulé. Que ce soit pas quelque chose soit vraiment pour des cas particuliers et pas pour des gens sains au final. Après, Oui. Faut pas que ça se fasse sur un coup de tête, quoi. Ok. Après, pour le truc là, au final, si le bébé est viable, qu'est-ce que les gens ont les moyens, disons que ça pose pas plus de problèmes éthiques que ça, je trouve. Tu veux dire que si les gens ont les moyens, ils peuvent le faire, c'est ça ? Bah en fait, si tu veux, les gens voulaient un enfant, du coup, peu importe, on va dire, entre guillemets, le moyen, vu que l'enfant, ce sera quand même leur enfant. Tu vois, c'est pas comme si, justement, comme tu parlais tout à l'heure, c'est pas comme si... Enfin, je sais pas trop... C'est pas comme s'ils allaient voler le bébé à quelqu'un d'autre. Oui, voilà, en fait, si tu veux, c'est limite, je trouve ça mieux que faire appel à une mère porteuse ou des trucs du genre. Après, ça dépendra de chacun, je pense. Oui, exactement. Bon, bah ok, bah merci pour vos avis. Bah, tout de suite, on va faire une pause avec Klingand et Goldfish avec leur dernier titre Simple Main, et avant de retrouver Maël qui nous fera son petit quiz de l'émission. Alors bonjour à tous. Alors pour la première question, on va s'attarder un peu sur l'échelle de l'univers, du système solaire. Donc à votre avis, c'est une question que vous connaissez peut-être déjà. Combien de fois il faut plier une feuille de 0,1 mm d'épaisseur pour faire la distance Terre-Lune ? Sachant que la distance Terre-Lune, c'est environ 384 000 km. Faut une grande feuille. Non, je te dis 0,1 mm d'épaisseur que tu plies. Ouais, parce que, Okay. alors je sais pas combien c'est, mais genre à chaque fois que tu plies ta feuille, tu vas doubler son volume. Donc si ça va être exponentiel, ça va augmenter de plus en plus. Ok. Donc après, au bout d'un moment, c'est plus possible, c'est juste de la théorie, mais... Ouais, ok. C'est, je crois, 6 fois maximum normalement. Mais là, c'est juste pour le modèle en fait. je sais pas, ça doit être 20 fois, quelque chose comme ça. D'autres propositions ? Moi j'aurais dit dans la trentaine. Quelqu'un d'autre ? Vous êtes pas loin, hein. Moi, je pense plutôt ce serait plutôt une cinquantaine. Eh ben, vous êtes pas loin. En fait, c'est à peu près 42 fois. Donc, comme l'a dit Corentin, l'épaisseur, elle double à chaque fois qu'on plie la feuille. 42, la réponse à l'univers en plus. Comme 42. par hasard. Bon, après, c'est approximatif. Là, on dépasse un peu, si je me souviens bien. Mais voilà, dans l'idée, c'est pour montrer à quel point les valeurs, c'est pas forcément palpable et c'est assez Très théorique. théorique. Voilà. Alors, deuxième question. Quand on regarde le soleil, on le voit tel qu'il était il y a environ 8 minutes. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Ah bah c'est vrai. Enfin, vrai, ou... Enfin, c'est le temps que la lumière arrive vers nous. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, je sais pas si c'est 8 minutes. C'est à peu près 8 minutes. Il me semble que c'est un peu plus, mais dans l'idée, c'est 8 minutes. Le temps que la lumière nous parvienne.
Vu que le soleil est assez éloigné de nous, ça met à peu près 8 minutes. Donc plus on regarde loin, plus on va regarder dans le passé en fait. Voilà. Donc, troisième question. Le soleil, que représente sa masse par rapport au système solaire? Donc je vous donne 3 propositions. Donc soit c'est 45,23% du système solaire, 76 ou 99,86%. Le système solaire, c'est bien le Soleil plus toutes les planètes qui tournent autour, c'est-à-dire la masse de la Terre, par exemple, Ouais, tout ça, ouais. plus de Jupiter, plus de Mars, etc. C'est tous les objets qu'il y a autour, les météorites, des choses comme ça. Mhm. Moi, je pars sur le 99. Ah oui, Ah ouais. autant. Ouais, moi j'aurais dit moins. Donc plutôt dans les 76. Ouais, la deuxième proposition. Ok. Personnellement, je serais plus parti sur les 99%. Ok, donc du coup la bonne réponse c'est 99,86%. Ça représente 99,86% de la masse du système solaire. Donc Et ça- à lui tout seul. Ça fait beaucoup, sachant que le soleil c'est presque que du gaz. C'est même que du gaz. On va y venir après. Mais oui, c'est pour ça que je fais des questions un peu pour qu'on se rende compte De l'échelle. de l'échelle, voilà. Donc, question 4. Quand on regarde la Lune, de quoi est composée sa partie blanche? Parce qu'il y a 2 compositions. Grossièrement, oui. Grossièrement. C'est une composition qu'il y a sur la Terre, qui n'était pas inconnue. Non, pas d'idée? Non, pas d'idée. Aucune idée. En fait, quand on regarde la partie blanche, entre guillemets, de la Lune, ça représente des basaltes en grande quantité. Donc, c'est les roches volcaniques qui composent en majeure partie la croûte océanique de la Terre. Et comment on la trouve ça comment? Enfin, d'où elle vient cette roche? Il me semble que la Lune, elle a été produite par collision avec la Terre. Donc, du coup, cette roche viendrait de la Terre. Si je dis pas de bêtises. Là, je suis pas renseigné, En mais vulgarisant à fond, c'est à peu près ça, oui. il me semble. Et oui, du coup, ces roches, le basalte, ça vient des... Si tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais ça vient des magmas, oui, enfin des volcans. Les basaltes, ils sont produits en majorité au niveau des croûtes océaniques, tout ça. Donc, ça, je sais. Je veux pas te dire de bêtises là-dessus. Je sais juste que c'est beaucoup là. En fait, c'est des roches volcaniques qui ont été très peu différenciées. Tu vas loin, mais... Bon, tu me demandes, moi. Hein. Tu comprends si tu veux. Alors, sachant que le Soleil fait 1 400 000 km de diamètre, ça fait combien de terres en termes de diamètre? Si on devait... Alors, là, comme ça, je te dirais que À peu la près, Terre, c'est 6273, non? La Terre... Non, ça, c'est son rayon. Ah, la Terre, c'est à pardon. peu près 12 700. Ok. Donc, sans faire le calcul, comme ça... Ouais, ça fait beaucoup. Une centaine de fois, non? Ouais, c'est ça. Ça fait 109 fois, pour être précis. Donc, en gros, par analogie, si on prend une règle de 1 mètre, à peu près, hein, ça voudrait dire que le Soleil ferait 1 mètre, et 1 centimètre, ça ferait la taille de la Terre par rapport au Soleil. Donc, quand on voit les représentations un peu sur des affiches, tout ça, on se rend compte que c'est vraiment vulgarisé à fond. Mhm. Voilà. Alors, quels sont les 2 éléments constituant principalement l'univers? L'hélium Ouais, Et l'hydrogène. L'hydrogène, oui. c'est ça, ouais, exact. Donc il y a 92% d'hydrogène et 8% d'hélium environ. Et puis le reste, c'est des autres composés. Et justement, question d'après. Attends, Comme- juste pour revenir sur la question que Ouais, tu as vas-y. avant, on est d'accord que dans le tableau périodique, donc qui regroupe tous les éléments, Oui. l'hélium et l'hydrogène, c'est les numéros 1 et 2, donc les plus petits atomes. Il me semble que c'est ça, ouais. En tout cas, Ouais, c'est ça. l'hydrogène, c'est ça. C'est pour ça qu'il est créé en premier et qu'il est là en plus grande partie. Ok, merci. Et si je dis pas de bêtises, l'hélium vient de l'hydrogène, c'est pour ça. C'est ça. En fait, quand ton soleil, quand il chauffe avec la pression, tu as tous tes hydrogènes qui vont se relier, ça va donner de l'hélium. Après, il y a d'autres atomes qui vont se relier à l'hélium, et ça va créer tous tes éléments comme ça. Et du coup, toute C'est de la fusion nucléaire, mais à hyper grosse échelle, en fait. toute la matière qu'on a autour de nous, c'est créé soit quand l'univers est apparu, soit c'est créé à partir des soleils. Enfin, pas des soleils, mais des étoiles. Bah, t'as répondu à la question d'après, finalement. En fait, la Pardon. question, c'est pas grave, c'était où du coup sont formés les autres éléments du tableau périodique. Bah, du coup, c'est dans le cœur des étoiles, tout simplement. Donc, quelle taille fait la Voie lactée en années-lumière? Parce que je rappelle que les années-lumière, c'est des unités de distance. Donc, je vous donne à peu près une échelle, c'est en milliers d'années-lumière. Et une année-lumière, c'est combien? C'est 10 000 milliards de kilomètres. Du système solaire, hein? La Voie lactée. Ah, la Voie lactée, pardon. Ouais. Voie lactée. C'est quoi la différence? En fait, le système solaire fait partie de la Voie lactée qui est notre galaxie, en fait. Donc c'est beaucoup plus grand que le système solaire. D'accord, d'accord.
Personnellement, je partirais sur 1500 années-lumière. D'autres propositions? Bon, allez, 2000, 3000. 50 000 années-lumière. Ah, Ouais, c'est beau. Voilà, et là on parle juste de notre Voie lactée, donc imaginez un peu quand on part dans l'univers. l'univers tout entier, quoi. Et encore, si on peut dire que l'univers peut être entier. Oh. Ouais, ça retourne le cerveau, hein. Donc du coup, alors les étoiles peuvent donner une indication de leur température en fonction de leur couleur. Donc une étoile, elle est chaude si, je vous donne 4 propositions. Soit elle est bleue, soit elle est jaune, rouge ou verte. Je pense qu'elle est chaude quand elle est jaune. Moi, je dirais bleu. Ouais, moi aussi bleu. Ce serait le principe de la flamme. C'est ça, ouais, tout à fait. Bah, j'ai rien de plus à dire, c'est tout à fait ça. Plus on chauffe, plus la flamme, elle va devenir bleue. Et à la base, la flamme, elle part du bleu, jaune, Ouais, et c'est elle ça. remonte vers du rouge. Et du coup, à l'inverse, plus ça serait froid, entre guillemets, hein, ça serait plutôt, du coup, des systèmes qui seraient rouges. Donc nous, notre soleil, au final, il est pas si chaud que ça. Il est pas si chaud que ça. Il est, ce qu'on peut trouver dans si je dis pas de l'univers. bêtises, il est à 6000 Kelvin. Voilà, je sais pas si ça sert, mais En gros, 6000 Kelvin, ça représente 5800 degrés, 5750. il me semble que c'est ça, ouais. Et du coup, c'est quand même, Enfin, degrés Celsius. ouais, c'est quand même hyper chaud, mais par rapport à d'autres, Astre. à d'autres astres, à d'autres étoiles, c'est pas si chaud que ça. Et du coup, la dernière question, quel type de météorite n'existe pas? Oula. Je vous en donne 4. Et déjà, est-ce qu'il y a déjà plusieurs types de météorites? Il y a plusieurs types de météorites, il y a toute une classification. C'est plutôt intéressant, mais aussi assez compliqué. Alors, première proposition, les météorites de fer, les météorites à hydrogène, les météorites lunaires et les météorites martiennes. À votre avis? Waouh. Tu veux que je répète? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Alors, météorites de fer, météorites à hydrogène, météorites lunaires et météorites martiennes. Mais hydrogène, paraît compliqué, non? Ou c'est que du gaz, c'est quelque chose comme ça, non? Mm. C'est totalement inventé, c'est pour ça. D'accord. En tout cas, j'ai pas trouvé une météorite à hydrogène D'accord. là où j'ai cherché, mais ouais, c'est météorite de fer, ça va, comme son nom l'indique, comporter beaucoup de fer. Ça va représenter des cœurs d'astres. Météorite lunaire, ça va venir de la collision avec un autre astre, avec la Lune, et du coup, on va avoir une météorite qui est dite lunaire, et pareil pour Mars. Voilà. Eh ben super, merci Maël, et merci à tous d'avoir participé à l'émission. Nous nous retrouverons dans 2 semaines pour la prochaine émission. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Facebook avec la page Fadjet Science Infuse, ou sur YouTube avec la chaîne Fadjet Science Infuse, où vous retrouverez toutes les anciennes émissions, et sur fadjet.net, vous retrouverez en podcast la dernière émission. Bon week-end. Bon week-end. week-end. I'm so high, you should stay low. Ooh, you can see me flying. Now is the time if you wanna let go. So I'll let you go.